Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du samedi 3 mai 2025. Dans les actualités de ce jour, parlons justement de cette journée du 3 mai, la célébration nationale de la journée mondiale de la liberté de la presse qui est célébrée aujourd'hui s'est tenue à Mourndave dans la région Ménabé. De nombreux journalistes venus des différentes régions ont représenté leur localité durant cet événement qui a été marqué par plusieurs activités organisées du 1er au 3 mai. La cérémonie a été honorée par la présence du ministre de la Communication et de la Culture ainsi que de la présidente de l'Ordre des journalistes. Reportage de Mervoulas Firan et de Louvain Antenem. Aucune consultation des journalistes, pourtant principaux acteurs de secteur, n'a été faite concernant le classement publié par Reporters sans frontières au RSF le 2 mai dernier, a déclaré aujourd'hui le ministre de la Communication et de la Culture lors de la célébration nationale de la Journée mondiale de la liberté de la presse à Mourndave, dans la région Ménabé. Le ministère reste très attaché à la liberté de la presse, a souligné la ministre, affirmant que les allégations selon lesquelles cette liberté est en régression à Madagascar sont fausses. Selon les explications de la ministre, les journalistes occupent une place importante dans la société malgache. Ils sont à la fois des transmetteurs d'informations, des animateurs et des agents de persuasion pour le développement, raison pour laquelle on les qualifie aussi de quatrième pouvoir. C'est dans une ambiance festive que la grande famille de la presse a célébré la journée du 3 mai dans la capitale de la région Ménabé. De nombreuses activités ont été organisées à Mourndave du 1er au 3 mai. Toutes les régions de l'île y étaient représentées. L'Ordre des journalistes, présidé par Monica Rassou-Larsan, a également participé à toutes les étapes de l'événement. Le thème de cette année était « L'information dans un monde complexe, impact de l'intelligence artificielle sur le journalisme et les entreprises médiatiques ». Un thème que la ministre a utilisé pour rappeler aux journalistes malgaches la nécessité de rester vigilants dans l'exercice de leur métier en soulignant que seules les personnes remplissant les conditions requises devraient exercer ce métier. Et puisqu'on parle justement du communiqué de Reporters sans frontières, plus de 60% des pays ont vu leur situation se dégrader selon le rapport de Reporters sans frontières au RSF publié le 2 mai 2025, classant la liberté de la presse mondiale comme étant dans une situation difficile. En ce qui concerne Madagascar, le pays est passé à la 113e place cette année contre 100e en 2024. Face à cette situation, le ministère de la Communication et de la Culture a souligné que la liberté d'expression et de la liberté de la presse sont garanties par la Constitution et les lois en vigueur. Le ministère a précisé qu'aucun journaliste n'a été accusé ni sanctionné de manière injuste en raison de son statut ou de son métier de journaliste. Les mesures encadrant la liberté d'expression ne sont pas utilisées de manière excessive par les autorités, souligne le ministère qui déclare également qu'il a toujours manifesté son attachement à l'état de droit et aux libertés fondamentales. Voilà pour ce qui est de cette journée du 3 mai. Dans les autres restes de l'actualité, parlons faits divers. 4 agents de l'APIPA ont trouvé la mort hier soir alors qu'ils effectuaient des travaux de maintenance habituels sur de regards temporaires dans le quartier des 67 hectares. L'information a été confirmée ce matin par le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire. Une enquête approfondie est en cours pour déterminer les causes exactes de leur décès. Une fuite possible de substances toxiques ayant entraîné un malaise soudain est actuellement envisagée selon un communiqué. Le point avec Mervoulas Firan. Une opération de maintenance programmée sur les regards temporaires a été effectuée par la PIPA, un dispositif de contrôle provisoire des eaux. Les agents de la PIPA, l'organisme chargé de la prévention des inondations sur les plaines d'Antananarivo, sont intervenus sur l'un des 14 points d'accès aux canaux d'évacuation d'eau. C'est au niveau du point numéro 7, situé en face de la station Jovena à 67 hectares, que l'accident mortel s'est produit. Ce site fait partie intégrante du programme d'intervention de la PIPA. Selon le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, les travaux avaient débuté vers 22 h, conformément aux procédures habituelles, en commençant par le site de Bekrar. L'opération s'est déroulée avec de strictes mesures de sécurité, notamment des combinaisons, ainsi qu'une ventilation préalable des lieux avant toute descente dans les structures. L'entretien de ces réseaux souterrains relève de la responsabilité de l'APIPA, structure placée sous l'autorité du ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire.
D'après les informations officielles, l'équipe mobilisée comptait le directeur du service de maintenance et d'exploitation, accompagné de 3 autres agents, tous correctement équipés selon les normes en vigueur. C'est précisément au cours de cette intervention que l'accident est survenu, coûtant la vie à l'ensemble des membres de l'équipe. En raison de circonstances particulières et face à des soupçons de fuite de substances chimiques ayant pu provoquer une asphyxie soudaine, une enquête approfondie a été demandée. Elle sera menée conjointement par le MDAT, la PIPA et les familles des victimes. En attendant les résultats de l'enquête, les autorités appellent tout un chacun à ne se fier qu'aux informations officielles. La PIPA réaffirme par ailleurs son engagement à poursuivre l'amélioration du système d'assainissement et de contrôle des canalisations afin d'éviter de tels drames à l'avenir. Les travaux de réhabilitation de la route nationale 5 reliant Foulpointe et Fénéry-Vest vont débuter. Une entreprise chinoise sera chargée des travaux de reconstruction et les travaux dureront 5 mois selon le ministre des Travaux publics Rafid-San Richard Théodore. La réhabilitation de la route reliant Touamasne et Foulpointe devrait commencer en juin selon les prévisions. Reportage signé Radorman Anzetouf et Louvain Antenen. L'état de dégradation avancé de la route nationale numéro 5, reliant Foulpointe à Fénory-Votsnanen, constitue un véritable cauchemar pour les usagers. Face à cette situation préoccupante, les députés des régions Atsnanen et Analandsroof ont relayé les doléances des habitants auprès des autorités compétentes. Le ministre des Travaux publics a assuré que le gouvernement est à l'écoute de la population. Ainsi, les travaux de réhabilitation de cette portion de route ont officiellement débuté hier. Une entreprise chinoise a été chargée des travaux qui se feront en 2 phases et s'étaleront sur une durée de 5 mois. Le financement est assuré par l'État malgache à travers le fonds routier. Par ailleurs, le ministre a annoncé que le contrat pour la réhabilitation de la route reliant Touamasne à Foulpointe a déjà été signé au mois d'avril dernier. Le démarrage des travaux est prévu pour le mois de juin. Des travaux d'accompagnement seront mis en place en amont afin de faciliter la circulation durant toute la période de réhabilitation, selon les précisions. Toujours dans cette page sociale, parlant agriculture. Justement, ce domaine de l'agriculture est l'un des piliers pour le développement du pays, mais aussi un moyen d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Dans cette optique, une association œuvrant dans le domaine caritatif a mis en place une stratégie pour venir en aide aux agriculteurs du district d'Akasbe. Dans un premier temps, 500 agriculteurs bénéficieront du soutien de cette association. Les détails avec Felana Rakotarsoul. Le 28 avril dernier s'est tenue une rencontre entre les agriculteurs des 2 communes de Marnji et d'Intoutoaz dans le district d'Ankasbe et l'association ASG Saint-Dutch-Cascar afin de discuter des semences faciles à cultiver localement. C'était également un moment d'échange autour des difficultés rencontrées et des attentes des agriculteurs. L'agriculture est l'un des moyens d'assurer l'autosuffisance alimentaire, raison pour laquelle les agriculteurs y sont encouragés. D'autant plus qu'Ankasbe dispose de vastes terres fertiles et exploitables. Le projet débutera par une formation des agriculteurs sur les techniques agricoles efficaces, suivie de la distribution de semences. Le soutien de cette association ne s'arrêtera pas sur ce volet, il inclut également un accompagnement des agriculteurs pour suivre l'évolution de leur culture, selon les explications. Parlons toujours action sociale. En ce début de la saison froide, les 56 enfants pris en charge par l'orphelinat de la police nationale à Mbatulampi ont reçu hier de nouveaux matelas. Une initiative rendue possible grâce à un partenariat public-privé communément appelé 3P. Reportage toujours de Felena Rakotarsoul. Le nombre des matelas au sein de l'orphelinat est insuffisant. Certains sont même détériorés et doivent être remplacés. Pour suppléer à cette lacune en matière d'équipement, une entreprise privée a fait don de plusieurs articles essentiels tels que des matelas, des couvertures, des draps et des oreillers. Ce don s'inscrit dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de cette entreprise reconnue pour ses actions sociales et son engagement en faveur des plus vulnérables. Ces équipements profiteront directement aux 56 enfants hébergés par le centre, notamment les 26 filles et 30 garçons. Présente lors de la remise de dons, la secrétaire générale du ministère de la Sécurité publique, le contrôleur général de police, Ranjiambe Lumanimbnyen, qui représente le ministre de la Sécurité publique, a exprimé sa gratitude envers l'entreprise donatrice. Elle a également réaffirmé l'importance de ce type de coopération entre les secteurs publics et privés et espère que de telles initiatives se poursuivent.
Toujours dans cette page sociale, parlons santé. La semaine des infirmiers et des sages-femmes commence ce lundi et se terminera le 12 mai. Aujourd'hui, les bureaux nationaux des deux ordres accompagnés des sages-femmes et infirmiers se sont rendus à Madzing, lieu officiel de la célébration. Le président de l'ordre des infirmiers a déclaré que le personnel paramédical joue un rôle fondamental dans le fonctionnement du secteur de la santé puisqu'il représente 90% des employés. Durant cette semaine, plusieurs activités sont prévues. Des services de santé seront offerts à la population, des séances de renforcement de capacité et des formations seront également organisées à l'intention des infirmiers et sages-femmes dans le but d'améliorer constamment la qualité des soins. Dans les actualités internationales de ce soir, les tensions restent vives entre l'Inde et le Pakistan après l'attaque du 22 avril qui a coûté la vie à 26 civils dans la région de Cachemire indien. New Delhi a accusé Islamabad d'en être responsable malgré les démentis de ce dernier. Les détails avec France 24. Chakoti, au Cachemire pakistanais, à 3 km à peine de la frontière avec l'Inde. Tout semble paisible, pourtant, la guerre est dans tous les esprits. Les autorités demandent même aux habitants de stocker de la nourriture pour 2 mois en cas de conflit. Quand il y aura une guerre, nous sauverons nos familles dans les bunkers que nous avons construits. Nous soutenons l'armée et serons en sécurité. Nous ne prendrons pas l'initiative. S'ils prennent l'initiative, ils obtiendront une telle réponse que chaque enfant sera sacrifié. Mais nous ne permettrons pas qu'un mal quelconque soit fait à la terre du Pakistan, si Dieu le veut. Depuis 8 jours, des échanges de tirs entre les deux armées ont lieu quotidiennement. À l'origine de ce regain de tension entre voisins, une attaque meurtrière côté indien ayant coûté la vie à 26 civils. New Delhi tient Islamabad responsable de cet attentat qui n'a pas été revendiqué. Les Indiens vivant proches de la frontière se souviennent des derniers affrontements entre les deux pays. J'étais jeune pendant la guerre de 1971 et j'ai aussi vécu 1999, mais nous sommes toujours restés. Dans ces moments-là, nous sommes aux côtés de l'armée. Nous ne quittons pas notre maison. Nous vivons sous des tirs de mortier constants, alors nous pensons que si cela se produit maintenant, nous pourrons peut-être vivre en paix pendant les 10 à 20 prochaines années. Exercice militaire ou réunion d'état-major, les deux pays mettent en scène la préparation de leurs forces armées. Le Premier ministre indien a donné mardi son feu vert à une opération de riposte. Le Pakistan dit s'attendre à des frappes imminentes et qu'il répondra à toute agression. Et 4 jours après des affrontements interconfessionnels meurtriers à Souieda, Salam découvre son appartement saccagé et pillé. Les violences ont visé ce bastion de la minorité druze dans le sud de la Syrie, faisant plusieurs dizaines de morts. Les forces de sécurité syriennes se sont déployées pour assurer les minorités et réagir aux récentes frappes israéliennes. Tandis que des responsables druzes appellent à l'unité, de nombreux Syriens sont descendus dans la rue pour dénoncer les violences et rejeter toute intervention israélienne. France 24. Salman est revenu chez lui constater les dégâts 4 jours après l'attaque. Son appartement a été saccagé, ses biens les plus précieux volés par des groupes armés venus en découdre. La banlieue de Souaïda, dans le sud de la Syrie, a été le théâtre d'affrontements interconfessionnels qui ont fait plusieurs dizaines de morts, parmi eux des membres de la communauté druze. On a pris nos enfants, nos femmes et nos épouses et on s'est enfui. Ils nous ont dit que Hayat Tahrir al-Sham a sécurisé la zone. Mais à notre retour, on a trouvé les portes de la maison enfoncées et notre argent et nos biens ont disparu. Toute la zone est quadrillée par les forces de sécurité syriennes. Elles s'affichent aux côtés des Druzes pour montrer qu'elles protègent toutes les minorités religieuses du pays. Pour envoyer aussi un message aux Israéliens qui ont mené des frappes sur le sol syrien à 2 reprises en l'espace d'une semaine, en guise d'avertissement. Depuis l'arrivée au pouvoir des islamistes en Syrie, Israël a pris fait et cause pour les Druzes. La présidence syrienne dénonce de son côté une agression et une atteinte à la souveraineté du pays. Malgré les défis, les menaces étrangères, les avions israéliens, nous sommes là et rien ne pourra nous empêcher de protéger notre peuple.
Des représentants des autorités religieuses druzes ont rappelé leur attachement à l'unité du pays. De nombreux Syriens ont investi la rue, ici dans la banlieue de Damas, pour dire non aux violences interconfessionnelles et condamner les frappes israéliennes. Nous condamnons toute intervention étrangère en Syrie et tout sectarisme. Nous sommes Syriens et nous pouvons résoudre nos problèmes seuls. Nous sommes contre toute intervention israélienne dans notre pays. Début mars, d'autres affrontements interconfessionnels avaient fait plus de 1700 morts, en grande majorité des membres de la minorité alaouite. Et la défense civile à Gaza a annoncé aujourd'hui samedi la mort d'au moins 11 personnes à la suite d'une frappe nocturne israélienne sur le camp des réfugiés de Khan Younes. L'enclave palestinienne reste privée d'eau, de nourriture et de médicaments depuis le 2 mars, date à laquelle Israël a décrété un blocus total de l'aide humanitaire. France 24 nous en dit plus. C'est un combat quotidien pour des milliers de Gazaouis. Trouver à manger. Et parfois, il faut jouer des coudes dans les centres de distribution alimentaire qui ne sont pas ouverts tous les jours. C'est la famine. Il n'y a ni nourriture ni eau. Où aller? Où trouver à manger? Comment nourrir nos enfants? Cela fait 2 mois que Gaza ne reçoit plus aucune aide humanitaire bloquée par Israël. Et il n'y a quasiment plus de réserve en nourriture ou en eau potable. Dans quelques jours, on n'aura d'autre choix que de fermer. On ne peut pas continuer. On manque de tellement de choses, de la nourriture et du bois. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien après 18 mois de guerre. Les bateaux détruits, ces pêcheurs bricolent. Une porte de réfrigérateur pour embarcation et une simple ligne pour trouver du poisson. Aujourd'hui, il y a peu de poissons. Ces mulets ou ces dorades serviront à peine à nous nourrir. Conséquence, dans les hôpitaux encore en service, les cas de malnutrition chez les enfants se multiplient. Oussama a 5 ans, il ne pèse que 9 kilos. Il avait l'habitude de manger des noix, de l'huile d'olive, du poulet, de la viande et des avocats, des aliments riches en graisse et en protéines. Aujourd'hui, rien n'est disponible. L'état de santé de ce bébé de 5 mois est aussi préoccupant. Elle est passée de 4 kg à 2,9 kg. Son état empire. Elle souffre d'un syndrome de malabsorption et a besoin d'un lait spécifique qu'on ne trouve pas ici à cause du blocus. La communauté internationale pousse Israël à accepter la réintroduction de l'aide humanitaire dans l'enclave qui est au bord de l'effondrement total. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Je vous dis à demain. Au revoir.